Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie du décryptage final du magazine The Economist, le numéro spécial The World in 2019 consacré aux travaux de Léonard de Vinci, puisque le 2 mai nous fêtons les 500 ans de sa mort. Et cette couverture, bien évidemment, s'appuie sur ses travaux. Et nous avons des images, des icônes. Et puis, bien évidemment, j'ai fait 7 parties précédentes et une première partie du décryptage final. Alors, bien évidemment, il est toujours intéressant de faire une rétrospective que je ferai un peu plus tard, mais évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les parties précédentes, bien sûr, c'est toujours en ligne, donc c'est toujours intéressant de voir ces parties précédentes, puisque j'essaie de retirer la quintessence de ces images et d'en retirer une certaine allégorie humblement, en essayant d'être plus constructif, le plus précis possible, parce que c'est bien évidemment pas si évident que cela, que de décrypter ces images. Alors, à l'issue des 7 parties du décryptage classique, il me restait 7 dernières images, c'est-à-dire, c'était plus une situation géopolitique globale qui me restait à décrypter avec ces 3 images là, qui désignent 3 États-nations, plus un 4e ici, la cigogne, ici les cavaliers de l'Apocalypse et ici la voiture. Donc c'est ces dernières images qui me restaient à décrypter. Et la première partie, j'ai voulu introduire les travaux mystiques de Leonardo da Vinci concernant l'alchimie pour en comprendre une structure au niveau des économistes, une structure qui en ressort, bien évidemment, notamment aux The Economist précédents, des numéros spéciaux. C'est vraiment une première partie très 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 intéressante, c'est une belle rétrospective. Donc c'est toujours très 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 intéressant de regarder ces parties précédentes. Alors cette partie-là est très importante puisqu'elle concerne le Brexit uniquement, le Brexit, ma vision humble du Brexit par rapport à ce que nous propose l'économie, puisque c'est le décryptage du magazine The Economist. Et ça semble plus être un Brexit avec un no deal, hein, un Brexit sans accord. Puisque là, on nous parle de British au-delà du Brexit, beyond Brexit. Alors, bien sûr, nous avons le déroulement médiatique, on sait ce qui se passe. Peut-être que le 12 avril, il y aura un Brexit ou pas, on ne sait pas. Mais s'il y a vraiment le Brexit le 12 avril, là, le gouvernement anglais sera quand même en difficulté. Hein, parce que Theresa May demande à chaque fois un report. Est-ce qu'ils ont préparé? Oui, on va voir ça. Est-ce que les entreprises ont préparé le Brexit? Ce hard Brexit que demandent les députés, puisqu'il y a un déficit toujours de 58 députés. Même si Theresa May fait un 4e vote au Parlement, il y aura toujours ce déficit de 58 députés qu'elle n'arrivera pas à combler. Donc c'est pour cela qu'elle demande à l'Union européenne de encore faire allonger du temps le Brexit, de reporter le Brexit, 22 mai, 30 juin ou l'année prochaine. On ne sait pas ce que va dire l'Union européenne. La France, par exemple, demande plus de garanties, des raisons plus solides. En tout cas, nous verrons cela. Ici, il n'est pas dit, on essaie de décrypter plus un Brexit sans accord que de dire la date, c'est pas intéressant, puisque on voit bien dans les magazines The Economist que les événements peuvent se dérouler une année ou 2 années après, donc, ou peut-être pas. Donc c'est vraiment important à noter par rapport au Brexit. Alors au niveau des médias, voilà, on a les informations classiques, mais plus en détail, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le Brexit. Et oui. Ici nous avons British Beyond Brexit, nous avons un bulldog anglais, et puis ici nous avons une voiture. Donc pour moi c'est lié au Brexit, bien sûr, avec j'en ai déjà parlé à la première partie, et j'en parlerai peut-être à la 3e ou la 4e partie. Parce que, est-ce que ça peut être des conséquences? Je ne sais pas. Du Brexit, on va essayer de voir ça ensemble. Mais on va s'attaquer au Brexit plus simplement. Alors le Brexit, il y a quand même des choses à voir avant le Brexit, puisqu'il y a une chronologie. Vous savez que j'aime bien la chronologie, pour ceux qui ont suivi ma série sur la chute de Babylone concernant les crises. J'aime bien les chronologies parce que ça explique bien comment le Royaume-Uni et l'Europe, le jeu du chat et de la souris justement, sur labstamp.ch.
Le 23 juin 2016, les Britanniques choisissent l'option du Brexit. Retour sur 65 ans d'histoire mouvementée. Alors, le Commonwealth plutôt que l'Europe. Alors, c'est très intéressant le Commonwealth plutôt que l'Europe. Vous verrez pourquoi. Après 2 guerres mondiales qui ont ensanglanté le XXe siècle, la France et l'Allemagne se réconcilient. Elles veulent partir d'une communauté afin d'éviter un nouveau carnage. Avec l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, les 2 États fondent les prémices de l'Union européenne. En 1951, les 6 États ratifient le traité de Paris. La communauté européenne du charbon et de l'acier voit le jour l'année suivante, en 1957. Les mêmes États signent des traités de Rome mettant sur pied la communauté économique européenne. Alors, pour terminer sur ce qui s'est passé en 1951, bien qu'invité à rejoindre l'Union des 6, le Royaume-Uni refuse. Parce que le Royaume-Uni a le Commonwealth. À cette période, le nationalisme est prégnant. Le pays rejette fortement l'idée de supranationalité qui émane du projet européen. Se représentant comme l'un des principaux vainqueurs de la guerre, il se donne le rôle de parrain bienveillant des pays d'Europe continentale, tels que l'énoncé en 1946 Winston Churchill. Dans un discours à Zurich en 1951, en tant que Premier ministre, il annonce sa volonté d'intensifier les relations du Royaume-Uni avec les États-Unis plutôt qu'avec les Européens. Voilà, c'est une chronologie importante. Bien évidemment, comme d'habitude, je mettrai les liens. Et je vais ici relater les chronologies les plus importantes. Donc, voilà. Créer une seconde zone européenne de libre-échange, retournement de situation. Les Britanniques demandent l'adhésion à la communauté économique européenne. Ah, c'est intéressant. Et De Gaulle fait par ailleurs en 1963, il ne veut pas des Britanniques dans la communauté économique européenne. Intéressant. Et rebelote 4 ans plus tard, Charles de Gaulle refuse, mais on sait qu'il démissionnera plus tard. Et donc finalement, comme Charles de Gaulle a démissionné, à cause du référendum, et nous avons 12 ans plus tard, après sa première demande, le Royaume-Uni adhère à la communauté économique européenne. Et c'est en 2016 qu'il y a eu, j'y reviendrai juste après, le référendum, concernant la continuité de l'adhésion à la communauté économique européenne ou pas. Puisqu'ils n'ont pas adhéré à l'euro, bien sûr. Ils ont bien raison. On l'a vu dans mes parties de la chute de Babylone concernant les crises. 12 ans après son référendum, le Royaume-Uni adhère à la communauté économique européenne. Alors, qu'est-ce que nous dit Charles de Gaulle? Comme je disais, démissionne en 1969, remplacé par Georges Pompidou dès 1970. Des discussions sont ouvertes en 1973. L'Europe passe à 9 membres. Le Danemark et l'Irlande y font leur entrée et en même temps que le Royaume-Uni. Un référendum britannique a quand même lieu en 1975. 67% des Britanniques votent pour l'adhésion. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Mais l'intégration du Royaume-Uni, après plus d'une décennie d'attente, ne se passe pas comme prévu. Les règles régissant la communauté économique européenne étaient établies avant leur adhésion. Elles ne sont pas forcément favorables. De plus, 2 ans plus tard, 2 ans après, leur entrée dans la communauté économique européenne, c'est la fin des 30 Glorieuses. Et oui, ils sont rentrés à la fin des 30 Glorieuses. Ils ont vu la période des 30 Glorieuses, effectivement. Ça a même attiré des immigrants africains, comme mon père notamment. Donc voilà, ça nous a tous attirés, même l'Angleterre, tiens, finalement. Et eux, ils sont venus juste à la fin des 30 Glorieuses, c'est dommage. Et les difficultés financières guettent les États. Et oui, en 1979 a lieu le premier choc pétrolier, ce qui aggrave encore leur situation économique. Je veux rentrer dans la communauté, mais finalement, juste après, il y a une crise. Voilà. Alors, il s'est quand même passé plein de choses avec la fameuse Margaret Thatcher. Voilà, et puis voilà, cela fait 6 ans que le Royaume-Uni fait partie du marché commun. Le Premier ministre Margaret Thatcher prononce son fameux I want my money back. Cette phrase dénonce la contribution trop importante au Royaume-Uni au budget européen. De nombreuses tensions enveniment les relations des États membres. Ils sont venus après, donc tu dois donner plus de ce que ça veut dire. C'est pour ça que la fameuse Margaret Thatcher
au rouspète, si j'ose dire. Puis non à la nouvelle monnaie, comme je disais, par rapport à l'euro, au traité de Maastricht en 1992, et oulala, qu'est-ce qu'ils ont eu raison. Oulala. Des refus à l'appel. Ça, c'est en 2011. Et bien évidemment, là, c'est la séquence finale des relations entre le Royaume-Uni et la communauté, et puis le reste de la communauté continentale européenne, on va dire. Donc, bien évidemment, je vais lire la chronologie jusqu'au bout. Des refus à l'appel, tiens donc. Avec David Cameron. Le 12 décembre, David Cameron débat avec des parlementaires britanniques. Il défend fermement son veto, émis une semaine plus tôt lors d'un sommet de l'Union européenne. Souvent réfractaire des politiques économiques communes, le Royaume-Uni use à plusieurs reprises de l'option de retrait. En 2011, le Royaume-Uni est le seul des 27 États membres à ne pas soutenir l'accord européen sur le renforcement de la discipline budgétaire. On est encore depuis l'époque de Margaret Thatcher, on est toujours dans cette séquence-là. C'est-à-dire on ne veut pas payer plus, on ne veut pas en mettre plus. Le Premier ministre David Cameron exige que le traité comprenne un protocole qui exonère son État de certaines réglementations. Le changement du traité en vigueur ne peut être modifié qu'à l'unanimité des États membres. Le Royaume-Uni refusant le projet, un simple accord intergouvernemental remplace les réformes envisagées. En 2013, le Royaume-Uni menace les autres pays d'un veto sur le budget de l'Union européenne pour les années 2014-2020. Comme d'autres pays, il réclame une réduction drastique du budget. Finalement, des compromis sont trouvés et David Cameron n'use pas de son veto. Donc, vous voyez, quand ils sont rentrés après 1951, le début de la communauté, ben voilà, on n'a pas pris, ils ont pris le train en cours et voilà, ils n'arrivent pas. Voilà, et puis, voilà, il y a des embrouilles, etc. Ils n'arrivent pas à s'embrancher. Ouais. Le train avance, ils essaient de rentrer le train, mais vous voyez, le train avance et ils ne peuvent plus, c'est terminé. Donc, qu'est-ce que nous avons en 2013 face à la menace UKIP de Nigel Farage? David Cameron fait la promesse d'un référendum. Le 23 janvier 2013, David Cameron doit affronter une surenchère eurosceptique, justement, et oui, qui déchire son parti et qui favorise une percée électorale de l'UKIP, le UK Independence Party. Il promet d'organiser, s'il est réélu, un référendum où la question est: pensez-vous que le Royaume-Uni devrait rester un membre de l'Union européenne? Ce contrat est avant tout pour Cameron, pro-européen convaincu, une manœuvre visant à assurer sa réélection en 2015. Il inscrit cette promesse sous forme de projet de loi le 14 mars 2013. Ce projet précise que le référendum doit être organisé avant le 31 décembre 2017. Et oui, selon une enquête publiée en 2013, 46% des citoyens britanniques sont pour une sortie de l'Europe. Donc voilà, le parti UKIP a remonté jusqu'au fameux 52%, il me semble. Ils ont remonté le déficit, UKIP notamment, pas que, mais les Brexiters, ils ont quand même remonté les 4% et ils sont passés au-dessus. Ils ont quand même fait du bon travail, il n'y a pas grand-chose à dire. Par rapport à leur volonté, ça c'est sûr. David Cameron reste au 10 Downing Street, avec sa femme. Contre toutes les attentes, les conservateurs du Premier ministre remportent la majorité absolue des 656 à 330 élus aux élections législatives. David Cameron est en mesure de former un gouvernement 100% conservateur. Sans aucune alliance, c'est la première fois depuis 1992 que les conservateurs obtiennent la majorité absolue à la Chambre des communes. Les dirigeants des trois partis perdants démissionnent. Ed Miliband, Nick Clegg et Nigel Farage. David Cameron remporte son pari de garder ses électeurs anti-européens et se doit d'organiser un référendum du Brexit pour son deuxième mandat. L'un des séduisants mais faux arguments de Boris Johnson. La campagne pro-Brexit est partagée en deux sections. La première est la campagne Vote Leave, incarnée par l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, et rival officiel du Remain. C'est-à-dire on reste dans l'Union. L'autre croisade, l'IVU, est soutenue par Nigel Farage à la tête du parti anti-immigration UKIP. L'argument phare de Boris Johnson, si la Grande-Bretagne quitte l'Europe, les 350 millions de livres sterling, 435 millions d'euros, qui sont envoyés chaque semaine pour le budget, seraient utilisés pour financer le système de santé publique. Mais ce chiffre est faux, même si le Royaume-Uni doit partager ce budget, c'est sans compter le rabais négocié par Margaret Thatcher en 1984 et les dépenses budgétaires de l'Union en faveur du Royaume-Uni. Pourtant, cet argument erroné est l'un des plus convaincants.
pour les Britanniques, pour les Brexiters. Et oui, c'est un argument convaincant. L'assassinat, oui, l'assassinat de Joe Cox entache la campagne du Brexit, on s'en souvient tous, le 16 juin 2016. Ah, c'est incroyable. Le 16 juin, la députée travailliste pro-Union européenne, Joe Cox, est attaquée à l'arme à feu, puis au couteau par un homme qui aurait crié Britain First. Alors là, elle succombe le jour même à ses blessures. Joe Cox, mère de 2 enfants, était réputée pour son immense compassion, son engagement et son énergie pour lutter contre les inégalités en faveur des réfugiés. La campagne a été suspendue pendant quelques jours, provoquant un profond traumatisme dans le pays. L'assassin, Tommy Maire, avait des antécédents de maladie mentale et était possiblement lié à l'extrême droite. Lors de sa comparution devant le juge, l'assassin a proclamé mort, retraite, liberté pour le Royaume-Uni. Le parti UKIP surfe sur les peurs. Le 16 juin, jour où Joe Cox est assassiné, Nigel Farage dévoile à Londres l'affiche de la campagne UKIP. Breaking Point. Le poster reprend une photo d'une colonne de réfugiés syriens barrée de l'expression Breaking Point, soit point de rupture. L'affiche a été violemment critiquée par les anti-Brexit et même par le camp du Out, l'exploitation de la misère humaine, l'étrange ressemblance avec une photo de la propagande nazie et de la virulence des pro-Brexit sont pointés du doigt suite à la mort de la députée. Le poster est retiré. Et Nigel Farage persiste en déclarant au Guardian « Ouvrir nos cœurs aux véritables réfugiés, c'est une chose, mais l'Union européenne a fait une erreur fondamentale qui menace la sécurité de tous. » Alors, le triomphe du Brexit, le 23 juin 2016. Les Britanniques ont voté 51,9%, comme je disais 52% quasiment, pour un sortie-le contre 48,1% pour un Bremain. Ce scrutin historique laisse voir une nation fracturée. Les électeurs plus jeunes ont voté pour rester dans l'UE, les classes populaires et les votants non diplômés ont préféré la sortie de l'Union européenne. Fracture géographique aussi, Londres a largement voté contre le Brexit, ainsi que l'Irlande du Nord et l'Écosse. Voici les 3 arguments les plus décisifs en faveur du livre. Les décisions concernant la nation doivent être prises au Royaume-Uni. Le Brexit permettra de reprendre le contrôle sur l'immigration et les frontières. Et enfin, le Bremain laisserait peu de choix à propos de la manière dont l'UE étend ses pouvoirs. Bien sûr, une série de désistements. Theresa May, nouvelle chef d'orchestre du Brexit. Les ministres britanniques se divisent. Alors, très rapidement, pour terminer, là on le voit bien, une série de désistements par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on sait que Theresa May est la nouvelle chef du Brexit. Alors Theresa May, très rapidement, ministre de l'Intérieur pendant 6 ans, succède à David Cameron, après le retrait surprise de sa seule rivale, ministre de l'Énergie, Andrea Leadsom. À 59 ans, elle est considérée comme la meilleure candidate pour unifier le parti conservateur à 50. Très divisé après le Brexit, sa mission principale, négocier la dangereuse sortie britannique de l'Union européenne, tout en maintenant l'unité du Royaume-Uni, alors qu'elle appuyait le Bremain aux côtés de Cameron. Elle ne souhaite pas revenir sur la volonté du peuple. Brexit means Brexit. Elle crée un ministère entièrement dédié au Brexit, dont David Davis, un ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, à la charge, tandis que Boris Johnson est à la tête du ministre des Affaires étrangères. La procédure de Brexit ne sera pas enclenchée avant la fin de l'année, indiquait Theresa May à François Hollande et à Angela Merkel. Donc, pour terminer cette chronologie, c'est fondamental pour comprendre la suite. Sinon, on ne peut pas savoir de quoi on parle. Bien sûr, quand on voit les médias mainstream, on comprend, voilà, les gens discutent entre eux dans les débats, ils savent de quoi ils parlent, puisqu'il y a un socle, et le socle, c'est la chronologie, tout simplement pour comprendre. Le Conseil des ministres est convoqué par Theresa May, 31 août 2016, pour sa première réunion lors de la rentrée. 2 groupes s'opposent. Ceux qui veulent un Brexit light, le plus proche possible du statu quo, et ceux qui préfèrent un hard Brexit, comme je disais. Là maintenant, elle a un déficit, on connaît maintenant l'historique, avec un virage radical. La première option, soutenue par le chancelier Philippe Hammond, consiste à rester dans le marché unique européen afin de continuer de vendre des produits financiers
en Union européenne. Deuxième option, soutenue par les Brexiters, comme le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, vise à limiter la libre circulation des personnes et passer de nouveaux accords de libre-échange avec le reste du monde. Des fuites dans la presse britannique prévoient le début des négociations officielles à fin 2017. Le groupe d'extrême droite Leave.eu lance une pétition exigeant que Theresa May fournisse un calendrier précis en vue du déclenchement de l'article 50. Celle-ci rassemble plus de 35 000 signatures. Donc voilà pour cette chronologie. Bien évidemment, c'est fondamental, c'est extrêmement important. Voilà, nous avons les conséquences du Brexit sur bidor.fr. Nous avons évidemment la définition du Brexit. Bien sûr, c'est important à comprendre. Pour le Brexit, hein, bien évidemment, c'est l'abréviation entre British et Exit, bien sûr. Ce terme évoque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après de nombreux débats le 23 juin 2016. David Cameron lance un référendum où 51,9% des Britanniques optèrent pour le départ de l'Union européenne. Dès lors, les incertitudes des marchés financiers au sujet du départ de l'une des grandes places fortes financières, notamment la City, se fait ressentir. L'once d'or fit un bond de 8%. En tant que valeur refuge, l'or reste une assurance pour sauvegarder son patrimoine toujours. Donc là, nous avons les dates clés du Brexit. Comme j'expliquais précédemment, c'est pour ça que je vais un peu vite. Et donc là, nous avons les derniers développements, comme je disais. Pour le coup, le 26 mars 2019, la Première ministre est toujours aussi déterminée pour valider l'accord de sortie du Royaume-Uni, malgré que les parlementaires britanniques lui ont tourné le dos le lundi 25 mars, en adoptant un amendement qui leur permet de reprendre la main sur le Brexit de plus. 3 membres du gouvernement ont démissionné. Il s'agit de Richard Hamilton, Alistair Turner et Steve Breen. Donc, bien sûr, pour conclure cette partie technique sur le Brexit, bien évidemment, il faut comprendre les conséquences du Brexit. C'est fondamental, c'est extrêmement important. C'est une vidéo longue, hein, donc c'est vraiment fondamental. C'est la géopolitique fondamentale du magazine The Economist. Tempête financière à venir. Le Royaume-Uni, 5e puissance économique, en quittant l'Union européenne, va secouer la finance mondiale. Ce départ ne se fera pas sans conséquences mondiales. Sans conséquences, les bourses mondiales ont déjà été impactées à la baisse lors des différentes annonces liées au Brexit. Les marchés se sont alors tournés vers la valeur refuge, le cours de l'or. À l'heure du référendum, se sont envolés et ce n'est certainement que le début. Alors, bien sûr, une perte d'attractivité. Certaines grandes entreprises, pour avoir un pied dans l'Union européenne, avaient choisi le Royaume-Uni pour établir leur siège européen. Certaines d'entre elles ont déjà débuté la migration de leurs services dans d'autres pays de l'Union européenne. Un effet de boule de neige va suivre, car cela, une réduction une réduction des investissements chinois ou américains est à prévoir. Eh oui. On voit bien les États-nations, la Chine et les États-Unis dans le magazine. Des partenariats commerciaux à reconstruire. Le gouvernement britannique va devoir renégocier des accords commerciaux avec tous les pays en sortant de l'Union européenne. Ils auront à leur charge la négociation avec les différents gouvernements et sur les différentes activités commerciales liées ou à venir. Cela prendra des années pour stabiliser le commerce extérieur. L'économie britannique risque de rencontrer une longue période de difficultés et sera fragilisée. Et ce même si le gouvernement a déjà anticipé le dialogue avec de nombreux pays. Taxes douanières en hausse. On chiffre une augmentation de plus de 7 milliards d'euros de taxes douanières. De nombreuses manufactures d'entreprises étrangères vont certainement déménager afin de ne pas subir de plein fouet les conséquences du Brexit. Un taux de pauvreté en progression. Oui, mais il y a aussi un taux de chômage qui a baissé aussi. Très important.
Une étude du Trésor public britannique montre qu'en partant sur un accord de libre-échange similaire à celui du Canada, les foyers britanniques perdront 4 300 livres de revenus par an. Le PIB sera en perte de vitesse, une récession à venir. Les Britanniques voulaient sortir de la pression européenne et du poids de Bruxelles. Mais aujourd'hui, comme le prouvent les grandes manifestations contre le Brexit à Londres, les Britanniques ont pris conscience du prix payé pour retrouver leur indépendance économique. Augmentation de l'inflation de la livre sterling, une économie au ralenti, un chômage en hausse, croissance en panne, pas forcément, échanges commerciaux en baisse, mais ce Brexit aura également des conséquences pour d'autres pays, notamment les pays les plus proches commercialement du Royaume-Uni. Le célèbre cabinet Euler-Hermes annonce que les 6 pays les plus touchés commercialement, eh oui, seront la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Irlande, la Belgique et les Pays-Bas. Alors finalement, pour terminer cette séquence, comment puis-je me protéger du Brexit? Ça nous concerne, parce qu'on est en France, notamment, et ça nous concerne tous, bien sûr. C'est important. Vous l'aurez compris, le Brexit aura un impact lourd pour les Britanniques, mais également pour l'ensemble de l'économie mondiale. Le gouvernement français prend les devants pour minimiser les risques pour la France. Et qui s'occupera de vous? L'État, c'est l'État. Et nous, c'est nous. Encore une fois, l'or sera votre meilleur allié. Posséder des pièces ou des lingots d'or sera pour vous une protection contre le Brexit. Mais comment cette valeur refuge peut-elle vous protéger? Nous l'avons évoqué plus haut. La livre sterling risque de perdre de la valeur. Et cela risque aussi de venir affaiblir les dollars et les euros déjà fragilisés. Si la devise européenne perd de la valeur, l'or augmentera puisque sa valeur est donnée en devise, ce qui vous permettra de préserver votre pouvoir d'achat. Et oui, pour rappel, lors de l'inflation, lors d'inflation, l'or est la seule protection qui va permettre de garantir votre patrimoine. La bourse de Londres, l'un des plus grands marchés européens, risque d'être fortement chahutée. Et oui, les places boursières risquent d'être chahutées. Oui. C'est important ça. La secousse de référendum sur le Brexit a montré la peur qu'elle suscitait. Les bourses mondiales ont fortement chuté à l'annonce, comme à chaque fois que les bourses vacillent. Les marchés se tournent vers l'or, engendrant une forte hausse du coût. Donc voilà. Voici 2 raisons, mais il y a bien d'autres raisons d'acheter de l'or, bien sûr. Comme je disais dans les vidéos précédentes, c'est très important. Alors là, si nous avons un Brexit le 12 avril, alors là, c'est... Bon, on verra bien, mais je pense pas, mais bon, ça sera peut-être prolongé, mais c'est le 12 avril. Donc, qu'est-ce qui sera mis en place si nous avons ce fameux hard Brexit? Nous avons le fameux Opération Brock. Nous parlons de 30 000 militaires. Le Royaume-Uni reçoit 29 millions de livres pour préparer les routes au Brexit, l'Opération Brock, sur le bbc.com. Important. Près de 29 millions de livres ont été octroyés au Conseil du Comité de Kent pour des améliorations d'infrastructures dans la perspective de Brexit le 29 mars, voire plus tard. Les responsables de transport du Conseil, Mike Whiting, a déclaré que cette subvention préparait les routes de Kent aux effets d'un Brexit sans accord dans le cadre de l'opération Brock. Le renforcement des voies de circulation est la priorité. 5 millions d'euros de livres continueront à améliorer l'aéroport désaffecté de Manson. La subvention concerne 10 500 camions empruntant quotidiennement le pont de Tours. Mike Whiting, M. Whiting, a déclaré qu'il s'agit bien d'une police d'assurance. Si aucun accord n'est conclu, donc le fameux hard Brexit, nous voulons que le Kent soit aussi préparé que possible. C'est un calendrier énorme et une tâche difficile. Et Edith Skinner de la FTA a déclaré que le financement était une bonne nouvelle. Elle a ajouté: un départ sans accord de l'Union européenne présenterait des défis importants et cet investissement dans le réseau de transport fournira une protection bienvenue pour le lien vital de relations commerciales du Royaume-Uni. 17% des échanges commerciaux du Royaume-Uni passent par Dover. Et oui. L'infrastructure de transport doit être suffisamment robuste pour répondre aux demandes de la chaîne d'approvisionnement. L'opération Brock devrait fournir
l'A20, ça c'est les autoroutes, contre-courant des autoroutes des poids lourds, zone d'attente pour poids lourds, à l'aéroport, zone d'attente, zone de stockage. D'overtap, trafic assessment product, contrôle le trafic à destination du port en séparant des conducteurs poids lourds de l'A20 en une file d'attente sur la voie de gauche. Dans le cadre de l'opération PROC, lorsque le volume de la circulation devient trop important, une section du M20 deviendra un système à contre-courant d'un côté de la chaussée. Les camions feront la queue sur la chaussée opposée. Les camions qui arrivent au port de Douvres pour le process. Et donc pour terminer cette séquence, sur les opérations du Brexit, les améliorations routières donneront la priorité aux itinéraires alternatifs utilisés pour les poids lourds lors du déplacement des Opsantap et de l'aérodrome de Manson, tel que la 299. Les A20 et A25 seront améliorés, prêts pour la fermeture de la M26. Le A256 est également configuré pour avoir un robinet en place conformément au cycle d'essai de l'opération Brock. L'anneau clôturé pour Manson, d'une valeur de 5 millions de livres, créera un nouveau point d'accès et des zones plus solides. Une porte-parole du ministère des Transports a déclaré qu'elle travaillait pour s'assurer qu'en cas de non-accord, le trafic local et le fret puissent continuer à circuler. Donc voilà, ça c'est sur le site, un site anglais de la BBC. Donc c'est pas une information qu'on aura ici. C'est très important, même au niveau anglais, de comprendre ce qui peut se passer chez eux avec un hard Brexit. Hein, c'est fondamental. C'est très important. Donc voilà pour le Brexit technique et les mises en place. Ensuite, bien sûr, nous avons les conséquences. Les conséquences au niveau de l'Angleterre. Et puis, nous avons aussi d'autres conséquences que nous allons voir. Ça, finalement, c'est pas forcément décryptage, c'est par rapport à ce qui est écrit ici. British Beyond Brexit, c'est le développement que je viens de donner. C'est pas une question de décryptage, c'est une question de comprendre l'actualité, hein, tout simplement, et de ce qui se passe. C'est très important, ça. Alors que là, nous avons un bulldog, et puis ici, nous avons une voiture. Donc, on a une géolocalisation déjà, puisque, bien sûr, nous avons une map monde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une géoposition. Alors que dans d'autres images, on n'a pas forcément de géoposition. Mais par contre, ici, on a une voiture dans une situation géographique, et ici, nous avons un bulldog dans une situation géographique. Donc, ce sont ces deux images-là qu'on peut décrypter, essayer de comprendre où est-ce que ça veut, où est-ce que ça peut mener. Ici, nous avons une voiture avec une prise électrique. Donc, c'est assez étrange, puisque une voiture, c'est censé avoir de l'essence. Alors, on parle d'une voiture électrique. Ou, finalement, on peut nous parler d'une pénurie d'essence ici. Moi, je vais plus vers la pénurie d'essence et finalement une voiture qui doit rouler à autre chose, à l'électricité ou à autre chose, parce qu'il pourrait y avoir au niveau, à ce niveau-là géographique, des problèmes de blocage, de problèmes géopolitiques dans cette zone géographique. Alors, bien sûr, c'est la pénurie d'essence. Hein, l'image que nous avons, c'est plus la pénurie d'essence, comme je disais hein, dans les parties précédentes, que c'est plus la pénurie d'essence. Et la situation géopositionnelle, bien sûr, c'est bien évidemment Gibraltar, qui est en lien avec le Brexit, bien sûr. Donc, finalement, le décryptage est là. Et c'est une évidence, bien sûr. Alors, bien évidemment, c'est un article de toute l'Europe.eu. Bien sûr, je ne vais pas lire toute la séquence. Parce que c'est vrai que si je lis tous les articles de bout en bout, on ne s'en sort pas, hein, bien sûr, bien évidemment. Donc j'en ai toujours la quintessence. Alors, bien évidemment, c'est pour parler, cette voiture-là, c'est pour parler aussi de la situation à Gibraltar, bien sûr. Parce que c'est quand même une situation géopolitique importante par rapport au Brexit. Donc quel avenir pour Gibraltar après le Brexit? Important et intéressant, bien sûr. Le 23 juin 2016,
Alors que près de 52% des Britanniques décident de sortir de l'Union européenne, les Gibraltariens votent à 96% pour rester, pour le remain aux portes de la Méditerranée, territoire disputé par l'Espagne et le Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle. La position du rocher stratégique, aussi symbolique que le Brexit, ouvre un nouveau débat sur le futur de Gibraltar et sa relation avec l'Europe. Alors, bien évidemment, là nous avons bien sûr quelle est l'histoire de Gibraltar, avec voilà, la situation géographique, avec bien évidemment Tanger ici, et le détroit de Gibraltar. Tanger avec l'usine Renault. Justement, ça parle de l'automobile, je vais y revenir juste après. Peut-être un problème de blocage ici, au niveau du Brexit. Donc il va se passer des choses s'il y a un Brexit. Hein. C'est une évidence malheureusement. Bon, on verra ce qui va se passer, mais voilà, c'est important. Alors, quel est l'intérêt stratégique de Gibraltar? Quel est le statut de Gibraltar dans l'Union européenne? Qui décide du futur de Gibraltar? Gibraltar fait le tour de la négociation du Brexit. Quels sont les impacts économiques du Brexit pour Gibraltar? C'est plutôt ça qui m'intéresse, hein, bien sûr. L'impact économique du Brexit pour Gibraltar. Alors, les 30 000 ou 40 000 habitants qui sont au Gibraltar, ils ont voté à plus de 96%. Donc pour eux, ça peut être un peu plus catastrophique, bien sûr. Alors, Gibraltar n'échappe pas aux conséquences négatives du Brexit. Le 1er mars 2018, la Chambre des Lords a publié un rapport sur les enjeux du Brexit pour le Rocher. Ce dernier indique que l'économie gibraltarienne est très fortement dépendante des plus de 10 000 travailleurs frontaliers quotidiens, que représente 40% de l'ensemble de la main-d'œuvre. La sortie du marché unique pourrait avoir un impact négatif sur l'activité économique du Rocher. Le secteur touristique est parmi les plus vulnérables. 95% des touristes entrent par la frontière espagnole, l'artère principale. D'après le gouvernement du Gibraltar, sa fermeture ou des contrôles plus exotifs auraient un impact significatif sur le secteur. Le port de Gibraltar, l'un des principaux ports de soudage en Méditerranée, port de ravitaillement des navires en combustible. Ah, oui, on parlait de combustible dans mes vidéos précédentes. Et là, on revient encore sur le combustible avec finalement l'icône électrique. Voilà, il y a disparition d'hydrocarbures. C'est quand même intéressant à noter. Pour également être l'une des plus grandes victimes du Brexit, Bob Sanguinetti, chef de l'autorité portuaire gibraltarienne, souligne que 30% du carburant du port est actuellement stocké en Espagne, à Algeciras. La fin de la libre circulation pourrait sérieusement compromettre le secteur maritime. D'après Paul Tourette, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'accord sur les futures relations entre l'Union et le Royaume-Uni sera donc déterminant pour le port méditerranéen. Après le Brexit, le Rocher deviendra un territoire offshore. La baisse de la livre, la diminution du pouvoir d'achat des Gibraltariens et un moindre accès au pétrole, on est bien d'accord, sont des facteurs qui pourraient compromettre le trafic maritime à Gibraltar. Oui, pénurie de pétrole. Enfin, pour terminer ces deux derniers paragraphes, enfin, le secteur aérien pourrait souffrir, d'après John Fletcher, professeur à l'université de Bournemouth. La portée symbolique plutôt qu'économique, étant donné que l'économie gibraltarienne dépend de sa frontière terrestre. Cependant, c'est la souveraineté de l'aéroport du Rocher qui est en jeu. Le gouvernement de Madrid exige une gestion partagée sous menace d'exclure Gibraltar du ciel unique européen s'il n'y a pas d'accord. Intéressant et important. Côté espagnol, l'enjeu économique est également majeur. Le Rocher a un apport économique qui atteint les 700 millions d'euros, soit un quart du PIB de la région du Campo de Gibraltar, sous-division administrative de l'Andalousie située autour de Gibraltar. Avec un taux de chômage de 35%, enfin 60% de Gibraltariens, cette dernière dépend très largement du territoire sous souveraineté britannique. Eh oui. Cependant, le Brexit pourrait aussi être une opportunité pour la région. Une zone fiscale spéciale pourrait en effet
être créé afin d'attirer les entreprises gibraltariennes. Donc voilà pour la situation économique au Gibraltar. Bien évidemment, je parlais de Tanger, bien sûr, géographiquement, puisque c'est bien évidemment les échanges commerciaux. Et bien évidemment, il y aura un impact, bien sûr, au port de Tanger, et notamment une Renault, notamment les Renault. Après, moi, je me disais, Carlos Ghosn, etc., est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais peut-être que les choses sont liées. Peut-être que les choses sont liées. Alors là, c'est compliqué quand même. Et bon, là, il y a un souci quand même avec Tanger. Avec un Tanger qui est en forte croissance, qui est en forte progression. Hein. Donc voilà, c'est un article intéressant de portetcorridor.com. Bien évidemment, avec un trafic de 52 millions de tonnes en 2018, Tanger Med continue sa progression. Il gagne sur les conteneurs et les trafics automobiles, justement. Et oui. Le port de Tanger Med continue de croître d'année en année. Il a réalisé en 2018 un trafic total de 52 millions de tonnes, soit une croissance de 2% par rapport à 2017, avec un volume de plus de 137 milliards de dirhams, soit 12 milliards d'euros. De marchandises exportées en 2018 contre 88 milliards 807 millions en 2017. Tanger Med a exporté plus de 50% des produits marocains à lui seul en valeur. Le trafic conteneurisé de Tanger Med a enregistré un nouveau record grâce à une progression de 5% de son trafic à 3,5 MEVP, un trafic qui représente 15,7% de la capacité nominale des terminaux à conteneurs de Tanger Med. Et ce volume devrait connaître une nouvelle croissance en 2019 avec l'ouverture dans les prochains mois de Tanger Med 2. Ce nouvel espace offrirait une capacité de 5,2 MEVP, ce qui portera la capacité totale du port de Tanger Med à 8,2 MEVP. Les deux terminaux ont été concédés au groupe Marsa Maroc et APM Terminal. La filiale du groupe Maersk, bien sûr, sera ainsi le principal opérateur du port avec 2 terminaux sur les 4 du port. Voilà la partie automobile. Tanger Med n'est pas seulement un port conteneurisé avec l'usine Renault, bien sûr. En arrière de ses quais, il est devenu un véritable centre de diffusion de la marque. Et oui. Il exporte des voitures depuis l'usine située à Tanger, mais aussi pour le compte de celle de Casablanca. Au total, le terminal de Renault a traité 387 715 véhicules, dont 351 191 destinés à l'export. Le solde, soit 32 524 véhicules, se compose de véhicules à l'entrée du terminal pour être ensuite réexportés. Sur le second terminal, automobile de Tanger Med, 88 451 véhicules ont été traités en 2018, soit une hausse de 36,8% d'un an. Au global, en 2018, le port de Tanger Med a traité 479 321 véhicules sur les 2 terminaux. Un trafic à 11%. Ce trafic de véhicules devrait encore progresser en 2019 avec les premières unités à sortir de l'usine Peugeot de Kenitra. Les exportations se feront par le port du détroit de Gibraltar. C'est une phrase importante. Les exportations se feront par le port du détroit de Gibraltar. Avec un Brexit, ça peut être quand même un peu plus compliqué. Si les courants des marchandises diverses affichent des records, ceux des vracs sont à la peine du côté des vracs solides. La baisse enregistrée en 2018 s'élève à 18%, à 254 190 tonnes, en raison d'une réduction des importations de céréales. Quant aux vracs liquides, ils ont totalisé 5,9 millions de tonnes, en baisse de 21% en raison de la diminution des importations de fioul. Donc je vais passer à l'autre série d'onglets, bien évidemment. C'est quand même très important à comprendre. Alors, je vous remercie et je vais passer plutôt à une deuxième partie. Merci, à tout à l'heure.